Bonjour et bienvenue à l'Hebdo de la médiation. Vous l'avez compris, depuis la semaine dernière, on est sur des aspects de sortir des idées reçues, à la manière du dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Et aujourd'hui, on va échanger sur quelque chose qui est pourtant vraiment couramment admis, c'est finalement, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Bah, Alors, oui, oui, ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai, et puis on le voit, hein, il y a du championnat, hein. Alors, les imbéciles sont-ils ceux qui ne changent pas d'avis? En quoi peut-on mettre en avant des critères qui permettent d'identifier que changer d'avis ou pas correspond à de l'intelligence ou à de l'imbécilité? Finalement, c'est reprendre une idée reçue pour la travailler et avoir un avis qui va être rationnel, logique, à la manière de Descartes. On va découper tout ça pour voir si vraiment il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ou peut-être si ceux qui changent d'avis peuvent aussi être des imbéciles. Mais il C'est faut, le sujet. il faut dire, Jérôme, quand même qu'il y a, quand on parle de ça, on est en pleine relation d'adversité, en fait, hein. C'est parce que c'est ça. Il faut bien croire, ne n'allez pas croire qu'on est passé à un autre sujet, hein. Au cœur de tout ça, c'est bien la conflictualité. Et puis qu'on se dit, mais t'es un imbécile, tu changes pas d'avis. Et puis paf, ça y est, ça commence à monter la mayonnaise commence à et la moutarde est abandonnée. Et puis voilà, et puis l'autre imbécile, il change pas d'avis. Hein, on est bien d'accord. Et puis bon, et puis vous avez vu en fait, on est toujours l'imbécile de l'autre dans ce cas-là. Donc c'est simple. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi cette idée d'ailleurs que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis? Imaginez que euh, je suis quelqu'un d'intelligent, hein, on va le dire ça comme ça, et si je change pas d'avis concernant les imbéciles, que le fait que les imbéciles ne changent pas d'avis, eh bien moi aussi je deviens un imbécile. C'est assez bizarre. Donc en fait, la personne intelligente devient imbécile lorsqu'elle ne change pas d'avis sur le fait que les imbéciles ne changent pas d'avis. C'est un paradoxe. Ça va pas cette idée-là. C'est ça, c'est le phénomène typique des idées reçues. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce qui fait qu'on change pas d'avis? On verra pour les imbéciles. On va voir, vous allez voir que vous allez avoir des surprises peut-être, mais et puis pour les gens intelligents aussi. Mais, mais déjà, qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas d'avis? Ben parce qu'il y a trois choses, hein, trois. Vous vous souvenez, hein, toujours, toujours trois. La première chose, la deuxième et la troisième. La troisième, la deuxième et la première. Eh bien, l'une des choses qui fait que on ne change pas d'avis, je crois bien que c'est bloqué mon image, non? Non, pour l'instant, tout va bien. Non, bah moi, chez moi, c'est bloqué. Mais bon, puisque chez toi, c'est pas bloqué, bah, je vais continuer. Je vais faire. Alors, donc, il y a trois choses. C'est les croyances. Hein. Les croyances fait que bah, quand on y croit, hein, on change pas d'avis. Hein. Vous avez vu, hein, qu'il y a quand même des gens qui sont très, très branchés sur le fait que ils sont meilleurs que les autres. Hein, meilleurs que les autres. Ils sont naturellement plus méritants que les autres. Hein. Où ils sont culturellement mieux placés que les autres. Euh, voilà, ou alors il n'y a pas d'injustice. Il faut pas commettre des injustices, hein, parce que c'est pas bien. Voilà. Alors et puis c'est quoi une injustice? Donc on a des avis comme ça c'est ce qui s'appelle des avis très tranchés. Alors qui peuvent reposer sur des croyances. Ça peut être des genres croyances. On y croit, des mystiques ou des croyances sociales ou des croyances de représentation, hein, des croyances. Alors ça peut être aussi des certitudes, hein, c'est le deuxième chose. Alors vous savez, les certitudes, c'est relié à des expériences. On n'a pas l'expérience, on a l'expérience, on a une certitude, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Donc on va pas changer d'avis. Hein. On a déjà fait tant de fois la même chose que on va pas recommencer, hein, parce que ça sert à rien. Hein. Voilà. Et on a On l'a bien vu. déjà vécu une expérience similaire. Comment? On l'a bien vu en fait que le résultat était systématiquement celui-là. Donc, étant donné qu'on l'a vu,
par soi-même, eh bien, évidemment que ça devient une certitude. Ben oui, et Et oui, puis, il y a les convictions. Les convictions qui sont plus liées, elles, au monde des idées. C'est-à-dire que par la logique, on en arrive à ce résultat, et il apparaît donc que cette intime conviction semble être la réalité, la vérité. Alors Jean-Louis, en même temps, je prenais la parole parce que ton image, effectivement, elle venait, elle partait. Euh, oui. Est-ce que, ouais, Ben, c'est encore il y a une certaine instabilité du côté de ma connexion Internet. Néanmoins, c'est peut-être parce que le sujet, il intrigue Internet, hein. C'est possible. Tu crois pas? Il n'y a pas des trucs comme ça, non, sur Internet. C'est un peu bizarre parfois. On peut se dire, mais c'est tiens, pas une croyance, ah ouais, tu crois? Ouais, c'est possible. ça Alors, s'y raccroche. bon, attends, je vais changer d'avis là-dessus, c'est pas grave, parce que c'est bien ça. C'est donc, il y a trois socles. On peut le dire comme ça, qui fait que trois socles qui font que les gens ne changent pas d'avis. Croyance, certitude et conviction. Les convictions, vous savez, c'est des trucs qui émergent de modes de raisonnement. On raisonne un petit peu comme une caisse, mais on avance un peu, on raisonne, et puis on se dit, bah, ça plus ça égale ça, c'est tout le temps depuis tout le temps. Euh, mais ça plus ça égale ça moins ça égale, ben, eh ben, voilà, j'ai bâti un raisonnement et c'est ce raisonnement-là que j'impose. Et que Ah, j'impose parce que c'est mon avis qui est argumenté. Et je l'argumente bien. Alors j'aime bien parce que, vous savez, moi je fais un peu de maths, etc., un peu de géométrie. Et là, je rencontre le monde académique dans cet espace-là. Je l'avais déjà rencontré sur d'autres aspects, mais là, pour le coup, je rencontre encore une fois hein, le monde académique. Et le monde académique, il est vraiment fermé. Oh. Donc, et puis pour aller devant, pour faire un exposé, par exemple, hein, sur des chaînes de nombre entier, parce que j'ai eu quelques publications sur l'OIS, là, cette encyclopédie mondiale, et ben, il y a des moments où c'est vraiment difficile de discuter, parce qu'il y a des gens qui disent, ben non, 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 ça, c'est pas acceptable. C'est étonnant. Et pourtant, ça repose que sur du raisonnement. Du raisonnement qu'on pourrait dire, qu'on pourrait croire pur. Et ça forme des convictions. Et ça forme une pensée qu'on peut dire académique et fermée en réalité. Parce que l'académisme d'aujourd'hui, bah, ça ne sera pas l'académisme de demain, comme ils l'ont déjà vécu avant, hein. Donc, les choses évoluent. On a vu que c'était pas évident hein, de passer déjà de la physique classique à la physique quantique. Et puis, bah, aussi, faut vous dire un truc, c'est que la physique quantique, bah, à un moment donné, ça va disparaître. On va passer à autre chose, hein. Bah, à mon avis, on passera à une physique systémique, hein, vous verrez. Mais ça, je fais que dire ça. Mais il y a des choses comme ça qui reposent sur des raisonnements et on y croit vraiment fort, très très fort. Et c'est difficile de faire changer d'avis les gens. Alors, est-ce qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis? Vous voyez, pourtant, c'est pas, a priori, on pourrait se dire, des académiciens, c'est pas des imbéciles, tu vois. Et pourtant, pour les faire changer d'avis, pas évident, hein. parce que ce que tu évoques en fait là, c'est qu'il est possible qu'il y ait un retournement, que finalement on puisse sortir de ses croyances, de ses certitudes et de ses convictions, et qu'il est possible donc que les choses évoluent. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir ce retournement? Alors, La question il peut est y tout avoir un bête. retournement, des retournements qui sont à la fois pour moi, très comiques. Parce que il y a le retournement de base. C'est le retournement qui paraît être un retournement, mais qui est une continuité de la binarité de la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui change d'avis et qui dit oui, en même temps. Ça vous dit quelque chose? La politique du en même temps. En Et en même même temps, temps, c'est ne pas faire un choix finalement entre les deux. c'est faire, si parfois, c'est faire un choix parce que il va dire 90% de ça et 10% du reste. Je fais un choix, mais j'y en même temps, parce que ça fait bien, ça fait la personne qui a l'esprit ouvert. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Ça fait une personne qui est dans un état d'esprit très très fermé, et puis qui est masqué, qui est maquillé, et c'est très trompeur. C'est un retournement fictif, mais et où la personne, en fait, ne change pas d'avis, mais elle dit en même temps. Alors,
ça impressionne parce que ça impressionne les gens parce qu'ils disent, ah oui, finalement, euh, pour ne pas être imbécile, je peux très bien accepter le point de vue de quelqu'un d'autre. Je l'accepte. Mais ça ne veut pas dire que je lui permets de s'exprimer plus que ça, hein. C'est 10% d'expression, 90% c'est moi qui impose. Donc, le bout du compte, oui, en même temps. Alors, en même temps, c'est pas du tout une preuve de changement d'avis, c'est en fait la démonstration d'un état d'esprit de fermeture. Non, c'est pas facile à bien s'approprier cette idée-là, hein, mais on peut voir que qu'est-ce qui va faire que on va changer d'avis? Parce que c'est ça en fait la clé. C'est pourquoi l'imbécile va-t-il changer d'avis? Parce que là, pour l'instant, en même temps, il change pas d'avis. Mais pourquoi l'imbécile va-t-il changer d'avis? Alors, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a forcément des éléments qui vont motiver une personne à réinterroger l'avis qu'il avait sur quelque chose, c'est-à-dire l'idée qu'il considérait comme évidente, absolue, logique et réelle. Donc ces trois éléments que tu évoques, alors il peut y avoir des éléments très simples, c'est juste que finalement l'idée dont il était sûr, certain, convaincu, eh bien il n'y avait pas de preuves rationnelles qui permettent de valider l'idée. Donc c'est l'absence de preuves rationnelles qui peut peut-être amener la personne à changer d'avis ou du moins à réinterroger l'avis qu'il avait. Oui, c'est comme ça tout à l'heure. Je le disais, il fabrique une conviction, et puis après, en fait, il réfléchit, et puis pourquoi il va pas changer d'avis? Ben parce qu'en fait, ben, il n'y a pas de preuve. Il y a pas, c'est pas suffisamment probant. Et donc, ben, en même temps, parfois, c'est la preuve à contrario, hein. Hein, euh, est-ce que c'est possible de passer au travers d'un mur, sachant que tous les atomes peuvent passer au travers de quelque chose qui paraît être un mur? Alors, la personne me dit, ben, oui, ben, il n'y a pas de preuve, donc c'est peut-être possible de passer au travers du mur. C'est peut-être une question d'évolution de la science. Moi, je défie, hein, pour l'éternité des temps et des temps, hein. Tu vois, le jour où il y aura un humain qui passera au travers d'un mur, eh ben, je serai pas là pour le voir. Mais déjà, ça me fait rigoler. Mais il y a des gens qui se disent, mais il n'y a pas de preuve. Donc, ce que je dis là, comme c'est pas prouvable, eh bien, c'est peut-être possible. Et de dire que c'est peut-être possible, eh ben, c'est de là, on peut dire c'est possible, donc je peux y croire. Voilà. Sur une absence de preuve, je fabrique une croyance. Alors attention, parce qu'on ne vous dit pas d'essayer de traverser les murs en vous jetant dessus, hein. La question n'est pas là. On est sur de la réflexion, évidemment. Et évidemment que là, c'est la preuve par l'absurde. L'absence de preuve validerait une idée. Bon, Et, on a... et validerait les croyances. Validerait les croyances. Hein, moi j'aime bien, il y a un comique là qui est américain qui fait des sketchs qui dit les humains ils sont quand même assez incroyables quoi. Ils ont inventé quelqu'un et tout un monde qui est comme ça autour d'eux, hein, parce que j'ai tout petit humain autour d'une petite planète dans l'univers, et il y aurait un autre un état de conscience, etc., qui regarderait chacun d'entre nous et puis qui serait comptable de notre existence. C'est quand même un anthropocentrisme un petit peu exagéré, non? Il y a on invente quelqu'un et on y croit. C'est ça. Mais est-ce que il y a une preuve que la personne que j'ai inventée n'existe pas? Ah! Alors ça, par exemple, elle est bien celle-là. Est-ce que j'invente quelqu'un, un Mickey Mouse, d'accord? Mickey Mouse, et donc Mickey Mouse, il est là comme ça au-dessus, et puis il surveille tout le monde. Mais je l'ai inventé, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'existe pas, Mickey Mouse, hein? Bah si, il existe, puisque voilà, et comme je pourrai jamais prouver, et comme vous pourrez jamais me prouver qu'il n'existe pas, comme les fantômes, bah, il y aura toujours quelqu'un pour dire, bah si, moi j'y crois, et je te défie de me prouver le contraire, que ça n'existe pas. Voilà. Donc, absence de preuves rationnelles, irrationalité totale, en fait, l'irrationalisme de l'absence de rationalité. C'est le manque de démonstration empirique. Et puis c'est aussi, il y a quelque chose d'autre qui est très fort quand on change pas d'avis. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux parce que c'est peut-être la chose qui me paraît être pour moi
la plus formidable de la pensée humaine. C'est l'esthétique. Vous voyez, il y a des gens qui ont changé de croyances religieuses, de croyances pas forcément par force, par agression. Il y en a que ça a été le cas, mais il y a des gens qui ont changé d'eux-mêmes de type de croyance uniquement pour une question d'esthétique. Ils ont trouvé que c'était beau. Et parce qu'ils ont trouvé que c'était beau, mais beau, plus fort que beau, ils ont trouvé que c'était super bien structuré pour avoir une tranquillité en soi, pour pouvoir s'apprécier soi-même. C'est-à-dire, tu as fait rentrer de l'esthétique, un ordonnancement de la pensée et une structuration de la pensée, tu l'as fait rentrer dans ta tête et dans ton environnement. Et là, soudain, eh bien, tu as changé d'avis. Et bien sûr, tu as changé d'avis, et puis tu as laissé tomber ton ancienne croyance, et tu dis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non? C'est beau ça, c'est génial. Mais alors, comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Eh bien, on a identifié comme ça qu'en fait, on arrive à changer d'avis parce qu'il y a quelque chose qui nous fait douter. Hein? Donc, l'absence de preuves, l'absence de démonstration, l'absence d'esthétique, il y a quelque chose qui nous fait douter. Mais c'est quoi douter? Oui, parce que là, on peut discuter sur, mais finalement, le doute en soi, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est Est-ce qu'on peut déjà identifier ce que c'est qu'un doute? Eh bien, alors vous l'avez vu, nous, on a plutôt l'habitude de travailler sur trois aspects à chaque fois. Donc, on va vous sortir trois doutes, mais on les sort pas du chapeau, hein. C'est des éléments auxquels on a été confronté et qui font que aujourd'hui, on peut analyser, définir une définition des doutes. Eh bien, ce que Jean-Louis a évoqué tout à l'heure, déjà, c'est le doute émotionnel. C'est le doute lié finalement par la peur du jugement, le besoin d'acceptation ou la crainte d'être perçu comme imbécile. Et ce doute-là, ben, on le cache en fait. On change d'avis parce que on craint de passer pour un imbécile, parce qu'on veut plaire, éviter le conflit, se fondre dans un groupe. C'est le conformisme en fait, ou la volonté de ne plus se conformer qui va faire qu'on va changer ou pas. Ainsi, ça paraît évident, avoir un effet de calcul froid par l'effet stratégique, mais il reste enfermé dans l'émotionnalité âpre à devenir, à paraître, se hisser. On ne sait pas s'affirmer autrement que par un affrontement. Oui, tu vois, c'est pourquoi il y a des gens qui disent, oui, moi, attends, je doute de ça, et donc je change d'avis parce que j'ai douté. Mais il y a ceux qui observent, qui disent, oui, ah non, c'est pas vrai. Il n'a pas changé d'avis sincèrement, c'est une stratégie. C'est pas faux, pas forcément faux. Pourquoi est-ce qu'on change d'avis euh, après un doute stratégique? Est-ce qu'il existe un doute stratégique? C'est quoi ce doute stratégique? Ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit peut-être qu'il y a finalement, j'ai trois types de doutes, hein, le doute, on va y revenir, un doute expérientiel, doute émotionnel et doute rationnel. C'est ça qui nous fait changer d'avis. Mais est-ce qu'il n'existe pas une autre forme de doute? Le doute, par exemple, stratégique. Mais non, parce que le doute stratégique, en fait, il est emprisonné, coincé dans une idée de l'affect. C'est je change d'avis, je mets en place une stratégie parce que je crains que. Je crains. Et j'ai eu des discussions qui n'en finissaient pas avec des personnes qui disaient, mais non, mais moi je crains pas. Moi c'est logique. C'est logique de quoi? C'est logique de ta crainte. Parce que c'est parce que tu mets en place une stratégie, parce que tu as peur de. T'as peur de Vladimir, hein? Voilà, par exemple. Alors tu te dis que tu mets en place une stratégie. C'est pas rationnel du tout. C'est un doute émotionnel qui fait qu'on va changer d'avis. Que l'ennemi d'aujourd'hui, c'était l'ami d'hier. Hein? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Entre lui et moi, il s'est rien passé. Hein.
Donc, ben, c'est entre d'autres personnes qui s'est passé quelque chose. Donc, c'est le doute émotionnel, il est très fort dans la représentation du changement d'avis. Je change d'avis quand mon doute émotionnel est fort. Par exemple, j'ai une suspicion. Ah, je me dis que telle personne est susceptible de me trahir. Tiens, cet ami-là, elle devient un potentiel adversaire, un potentiel complice de l'autre, et je commence à changer d'avis. Est-ce que c'est rationnel? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai des éléments de preuve? Non, pas du tout. J'ai un doute émotionnel parce que j'ai entendu un vibrato de la voix, je l'ai vu faire quelque chose. Je vais pas comme dans les séries américaines, ou dans les séries françaises d'ailleurs, mais ou allemandes d'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets une nationalité là-dessus. Dans les séries télévisées, il y a des systèmes où en fait on voit la suspicion qui rentre dans une relation, alors qu'il y a aucune raison, et puis et que les personnes ne vont pas en parler de cette suspicion, parce que ça créerait un inconfort, parce que ça créerait un malaise chez la personne qui exprimerait ce doute. Et donc, le doute émotionnel, c'est vraiment le doute qui ne rentre pas dans la tête de celui qui ne change pas d'avis. Et quand il rentre dans la tête de celui qui ne change pas d'avis, eh bien, il vient renforcer son avis plutôt que le déstabiliser. C'est curieux, le doute émotionnel. Le doute émotionnel, en fait, c'est le complice des imbéciles, quoi. Hein? Ah, il faut quand même, ça vaut le coup d'y réfléchir. Ah, je vous laisse y réfléchir un instant et puis on va progresser quand même. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu corrosif de dire ça. J'ai un doute, mais évidemment que je réfléchis pas. Si je réfléchis pas à ce caractère émotionnel de mon doute, ben je reste enfermé dans mon émotionnalité. Et c'est là qu'en fait, les personnes se chopent l'étiquette d'imbécile. Eh oui. Donc il y a un autre type de doute, c'est le doute Oui, expérientiel. Hein. oui, c'est le doute expérientiel qui, lui, est né de la confrontation entre la théorie et la réalité. En fait, c'est lié au fait qu'on a rencontré cette situation, que c'est le doute qui surgit quand la vie nous contredit, quand on pensait savoir et qu'on découvre finalement qu'on ne savait rien, pas grand-chose, toujours encore rien. C'est le parent en fait qui croyait avoir tout compris à l'éducation jusqu'à la première nuit sans sommeil. Ouais. La réalité, elle est forte là, hein. C'est- Mais c'est aussi le manager qui découvre la théorie du leadership et qu'elle ne résiste pas à une équipe en crise. Parce que la théorie, confrontée au réel, là, ne répond pas aux besoins, aux attentes, et ça ne provoque pas les résultats qui étaient attendus. Donc ce doute expérientiel, il peut se combiner au doute émotionnel. Bon. Et là, ça donne là, parce que Ah bah oui, c'est en fait, c'est quand même quelque chose qui est assez permanent dans notre vie politique, hein, on y assiste beaucoup, mais c'est pas que dans la vie politique, mais sinon c'est très caricatural, j'ai remarqué dans la vie politique, où en fait il y a une expérience, hein, des circonstances, quelque chose qui s'est passé. Le politicien arrive en disant, mais ça s'est déjà passé comme ci, comme ça. Le sociologue arrive avec ses chiffres qui vient renforcer le gestionnaire de crise politique, et puis à un moment donné dit, bon, euh, il met du doute expérientiel parce que il dit, bah, ça s'est déjà passé comme ça. Regardez, les statistiques ont fait que. Et donc maintenant, ben, on craint que ça se reproduise, hein, ça fait, et on mélange les deux doutes et on se dit à ce moment-là, en même temps, c'est le discours du en même temps, il s'enrichit d'une manière très illusoire de l'idée il y a un de doute réalité. émotionnel et il y a un doute expérientiel. Oui, les deux, en fait, se combinent très très bien.
Ça ne produit pas une synthèse rationnelle pour autant, Ah contrairement à ce oui. qu'on prétend, hein. Mais plutôt, c'est des éléments qui vont se conforter l'un l'autre pour donner l'apparence d'un doute rationnel. Alors, je l'ai vu, et en plus, émotionnellement, j'ai une crainte par rapport à ça. Donc, si j'ai une crainte et que je l'ai vu, ça renforce l'idée que finalement, bah, c'est peut-être la réalité. Mais ça peut aussi amener les personnes à réfléchir. Parce que quand la réalité se confronte à la théorie, c'est-à-dire que dans la réalité, eh bien, ça ne produit pas ce qui était attendu, ça peut pousser vers l'apprentissage pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ce que l'on attendait ne correspond pas à ce qui est. Est-ce que finalement, l'expérience fait que je vais remettre en cause une idée reçue? Moi, je serais quand même curieux de savoir que là, au point où on en est de notre discussion, c'est comment les gens perçoivent leur propre changement d'avis. Si ils changent le plus souvent d'avis avec un doute émotionnel. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas un changement d'avis, c'est un renforcement, un enlisement, hein, dans un avis qui va se chercher toujours à se confirmer. Alors, après, il y a l'illusion d'un changement d'avis pertinent avec un mélange expérientiel émotionnel qui fait que les gens ils conjuguent, ils font de la conjugaison en même temps, etc. Et puis, il y a le troisième doute qui va dans le sens d'un changement d'avis. Mais vous voyez, les deux premiers sont très fragiles, ces changements d'avis. Le troisième, c'est un socle. Le troisième, il est fondateur. C'est le doute de René, hein, de René Descartes. Moi, j'adore ce doute qui a fait évoluer l'humanité, mais toute l'humanité, parce que où que ce soit dans le monde, l'humanité bénéficie de la pensée de Descartes qui a été novatrice dans le fait de, quand tu doutes, eh ben, t'as pas peur. Quand tu doutes, tu regardes sous ton expérience, mais c'est pas suffisant. Tu vas raisonner, réfléchir, inverser. Alors tu vas pas faire comme, je sais pas comment il s'appelle, cet ancien banquier de la Brède, cet ancien président de la Brède qui était conseiller de François Mitterrand. Euh, euh, J'oublie régulièrement son nom et je préfère l'oublier d'ailleurs, mais parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais ça y est, on sait de qui tu parles, etc. Bah, tant mieux. Et qui découvre à chaque fois ce que c'est que réfléchir. Réfléchir, c'est c'est quelque chose qui embarque le doute rationnel, qui prend en compte le doute émotionnel et le doute expérientiel, mais qui va poser des arguments et pouvoir structurer la pensée. C'est pas une pensée qui va être binaire. Remarquez bien, tout à l'heure Jérôme vous l'a dit, on a une instrumentation particulière quand on fait de la médiation professionnelle et de l'ingénierie systémique relationnelle. On a une instrumentation ternaire. Et cette instrumentation ternaire, elle se croise, elle s'enrichit. Vous voyez, quand on parle, par exemple, des croyances, certitudes et convictions qui font un avis. Quand les gens sont convaincus, sont croyants, sont certains, eh bien, ils sont embarqués dans un modèle de pensée. Et ils ont des avis très tranchés. Alors, je dirais, ça fait de la morale, hein. Ça fait de la morale, ça fait du droit, ça fait de la norme. Oui, c'est un, morale, droit, norme, croyance, certitude, conviction. Et puis ça fait trois types de doutes, hein. Trois doutes émotionnels, doutes expérientiels, doutes rationnels. Alors, c'est intéressant que tu parles de doute rationnel comme étant celui de Descartes, parce qu'en fait, si on en revient finalement à la méthode de Descartes, la méthode scientifique, c'est de découper les éléments de manière à pouvoir avoir un avis objectif et rationnel sur quelque chose. Donc là, ce qu'on a fait depuis le début, on a découpé, on parlait des croyances, maintenant on parle des doutes.
on a découpé, et puis de manière à comprendre chaque élément pour construire une logique, pour construire un raisonnement, pour construire une réflexion qui va nous amener non pas à avoir un doute lié à une crainte, une peur ou un affect, lié à une expérience, mais à pouvoir modéliser l'élément et avoir un raisonnement pertinent et rationnel. Ce doute, il ne se contente pas d'adapter ou de survivre, il construit, ça permet d'innover, on transgresse par ce biais-là. C'est remettre en cause ce qui paraissait être évident. Ça permet d'impliquer, il sollicite, ça stimule beaucoup. C'est le seul qui permette en fait de transformer une contradiction en connaissance, au lieu de la masquer. Et cette typologie des doutes, elle ouvre la voie à un autre mode de réflexion qui est celui qui permet de sortir des impasses de la pensée binaire qu'on n'arrête pas de dénoncer, dans laquelle finalement enferment les doutes chargés d'émotions. Oui, et c'est ça, c'est que en fait, je vais aller faire un saut quantique, pour dire que si vous êtes confronté à un imbécile, ou que vous-même vous pouvez vous dire, mais attends, est-ce que je suis un imbécile là? Ça, c'est déjà le doute est là. Mais si vous êtes confronté à quelqu'un qui ne change pas d'avis, ben, déjà, vous pouvez être sûr qu'il ne le fait pas exprès. Hein. Il ne fait pas exprès d'être comme ça. Et le problème, c'est que c'est quand cette personne a du pouvoir, évidemment, et qu'elle est inaccessible à la réflexion, et que que sa réflexion reste enfermée dans des représentations qui font que bah, ça contraint tout le monde, quoi. Ça contraint les autres. Euh, c'est une mauvaise approche de juger les gens, quoi qu'il en soit, de porter un jugement imbécile et intelligent. Vous voyez, comme c'est binaire, comme ça enferme dans des pensées binaires. Et c'est ces pensées binaires contre lesquelles, dans notre activité de médiateur, on est toujours en train de lutter contre ces fermetures de la pensée. L'idée, c'est que on peut arriver à faire en sorte de penser autrement et de se dire, eh bien, pour qu'une personne puisse être accessible à, à une autre forme d'avis, c'est déjà lui montrer que soi-même, on est capable de douter. Être capable de douter de soi, de façon à montrer à l'autre aussi qu'on peut avoir une discussion sur le doute lui-même. Vous voyez, avant de parler des idées, arrêtez. Et si on parlait de la nature du doute, le doute émotionnel, le doute expérientiel, le doute rationnel. Ça veut dire c'est intéressant de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est embarqué dans des certitudes, dans des croyances et dans des convictions, qui a des idées bien arrêtées. Hein. Et vous verrez que ben, finalement, les imbéciles, ils changent d'avis. Et que parfois, c'est ceux qui se pensent être très intelligents qui ne changent pas d'avis. Et là, ça devient un gros problème social et parfois politique. Voilà ma conclusion du jour. Bien, évidemment, merci Jean-Louis, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir partagé avec nous cette réflexion sur n'y a-t-il que les imbéciles qui changent pas d'avis et finalement sur qu'est-ce qui fait la réflexion, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir changer d'avis, dans quel contexte, par rapport à quel doute et par rapport à quel résultat. Vous avez été nombreux et surtout, je pense, à Sandalphon et Pam Pam à réagir sur le chat en direct. C'est pas la personne qui le dit, c'est les autres. Ce qu'on fait là, ouais, très bien. Merci en tout cas d'échanger avec nous. J'ai essayé de répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas, en fin de vidéo, en commentaire, à nous donner tous les éléments qui vous ont intéressé, intrigué, dérangé peut-être, et peut-être que chacun, vous pourrez dire ce qui a fait que aujourd'hui,
vous avez peut-être changé d'avis. Sur Je les vous donne imbéciles. sur les imbéciles, sur vous-même peut-être, sur nous peut-être. Ouais, N'hésitez pas, ouais. n'hésitez pas à partager. Ben, j'ai dit, hein, il y a que les imbéciles qui. Maintenant, il y a des imbéciles qui changent d'avis parce que c'est tout à fait possible. Hein. Bon, j'ai souvent changé d'avis, il faut dire. Mais ça continue. Salut. Merci, à la semaine prochaine à 12h30. En attendant, vous pouvez vous abonner à Mediateur.tv et regarder les émissions en replay qui sont nombreuses sur l'hebdo de la médiation